voulais parler aujourd'hui voilà, des choses du passé et de l'avenir. Et quand on a préparé cette émission, Thierry, je voulais qu'on puisse mettre à l'honneur ce que quelques-uns, beaucoup de nos fidèles strasbourgeois ont pu observer pour ceux qui sont allés à la synagogue ou ceux qui en ont vu quelques images, reprendre l'histoire, l'historique et surtout le projet de cette jeunesse dont tu as été à l'origine avec le consistoire et d'autres membres de la maquette de l'ancienne grande synagogue du quai Kléber. Vous avez pu, pour certains, la voir trôner devant l'entrée de la grande porte de la synagogue avenue de la Paix. Et j'étais en train de chercher une image, si tu en as une peut-être, Thierry, que tu pourrais partager. Et j'aimerais que tu nous... Voilà, elle est absolument magnifique pour ceux qui l'ont vue, mais j'aimerais qu'on regarde un peu les coulisses et sa façade, avec la phrase qui est inscrite dessus, les différentes étapes qui ont contribué enfin, à la création de l'œuvre, la manière dont ça s'est passé, et ensuite, bien sûr, expliquer que, et ça je te laisserai le faire, Thierry, qu'elle est là de manière entre guillemets, temporaire, parce qu'elle va intégrer sa future place devant son ancienne place originelle. Alors, Euh, je vais te laisser, Dan, chercher les photos. voilà, pendant que tu fais Bon, le démarrage. l'historique. Euh, j'ai j'ai pris des fonctions en 2014 à la fois d'élu du consistoire, bien que j'avais été élu pendant déjà une quinzaine d'années à la communauté israélite et vice-président. Donc, et cette même année, j'ai été élu aussi au conseil municipal. Et en joignant un petit peu ces deux fonctions, je me suis rendu compte que on parlait énormément du souvenir de la Shoah, on avait beaucoup de commémorations, mais qu'il n'y avait pas de lieu mémoriel dans la ville de Strasbourg, capitale internationale, capitale diplomatique, capitale institutionnelle, qui est une capitale mondialement connue pour ses institutions européennes, mais aussi pour sa communauté juive, et qu'il n'y avait pas à Strasbourg, contrairement à d'autres capitales comme New York, Bruxelles, Berlin, on peut les citer, Londres, etc. Il n'y avait pas de mémorial de la Shoah. Le seul lieu de recueillement que nous avons, c'est l'Allée des Justes, qui est consacrée à ces non-juifs qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont sauvé les trois quarts de la communauté juive de Strasbourg, et particulièrement en Alsace, nous sommes concernés puisque les Juifs se sont repliés dans le sud-ouest où ils ont trouvé refuge chez des compatriotes qui les ont cachés dans des fermes, dans des familles, et beaucoup ont été nommés juste parmi les nations. Dans ma famille également, euh, le frère et l'oncle de mon épouse ont été sauvés par un petit village qui, ne serait-ce qu'en les regardant, mais imaginez bien qu'ils étaient juifs, tout le monde s'est tu, et les familles qu'ils ont recueillies ont été faites juste parmi les nations. Donc voilà, le mur des justes est voué à rendre hommage à ces gens-là. Et sur l'allée des justes, pardon, il y a une, on va dire un mémorial, mais qui a plutôt l'air d'une tombe, excusez-moi. Hein, c'est une stèle qui rappelle la présence de l'ancienne synagogue, qui est d'ailleurs tracée au sol. Ce terrain où s'élevait l'ancienne synagogue du Quai a été échangé avec celui des Comtades après la guerre pour y construire la synagogue que vous connaissez, avec une clause particulière qui est toujours respectée et qui le sera toujours, j'espère, cette clause qui est de ne rien construire à l'emplacement de l'ancienne synagogue du Quai Kléber. Cette synagogue avait été construite sous l'ère allemande, après 1870, c'était dans les fin 19e. Donc c'est le consistoire israélite allemand qui a construit cette synagogue avec un architecte, Ludwig Levy de Stuttgart, non, de Karlsruhe, qui a lui-même fait beaucoup de travaux d'architecture dans ce qu'on appelle la Neustadt, par exemple l'immeuble des impôts, la préfecture.
et je crois aussi l'église qui se trouve à côté du tribunal. Et donc, un souci de la communauté juive complètement émancipée en Allemagne, dans cette vitrine qui était Strasbourg pour le Reich, un souci de marquer leur attachement à la société allemande et de s'intégrer parfaitement, aussi bien dans le paysage, puisque l'architecture était tout à fait comparable à celle des églises. Bien sûr, il n'y avait pas du tout le même concept au niveau du culte. Un souci d'intégration aussi au niveau sociétal, au niveau même vestimentaire. C'est pour ça que les juifs allemands étaient appelés les Jecke, parce qu'ils portaient la jaquette, comme les bourgeois allemands, avec aussi peut-être une grande influence du culte protestant vers le culte juif, puisque même la manière de prier n'est plus celle d'aujourd'hui. Elle était assez, on va dire, allemande, puisque le judaïsme alsacien a puisé aussi beaucoup de traditions dans le judaïsme allemand, on va dire rhénan. Partant donc de ce constat qu'il n'y avait pas de mémorial, en lisant un article de l'université de Darmstadt, j'ai vu que le département d'architecture avait développé un concept intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré les plans d'archives de 3000 synagogues détruites pendant la guerre par les nazis pour les digitaliser et les faire revivre de manière numérique. Et ces synagogues ont été restaurées digitalement. Ceci m'a inspiré puisque nous sommes allés chercher les plans d'archives à la ville de Strasbourg qui ont été, merci Dan, cette synagogue, donc vous voyez, d'un style tout à fait digne de l'Empire allemand, avec la rosace qui pourrait rappeler celle de la cathédrale, en haut un octogone avec cette flèche. Sur la gauche, là, on a certainement le bâtiment communautaire, et tout ceci, vous le verrez en détail. Cette synagogue comptait 1600 personnes quand même, elle était spectaculaire et située quai Kléber, devant aujourd'hui le bâtiment de l'ESCA, qui était anciennement la Caisse d'épargne. Mon père y a prié, nos parents, nos grands-parents y ont prié, bien sûr, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je suis allé chercher ces plans d'archives. Ces plans d'archives ont été confiés à une société de Mulhouse qui s'appelle CAD Indus, avec qui nous travaillons toujours. Et ces plans ont été donc digitalisés, restaurés, et on a reconstitué en 3D la synagogue. À partir de là, je regrette de ne pas pouvoir vous montrer le PowerPoint, mais peut-être qu'en fin d'émission, je le pourrai. À partir de là, ces plans ont servi donc à reconstituer cette synagogue de manière tout à fait digitale, en 3D. Et avec des imprimantes 3D, on a pu faire une impression. Peut-être préciser, Thierry, que la chose assez amusante dans cette histoire, c'est que les imprimantes 3D qui servent à faire ça sont des imprimantes israéliennes. Israël est à la pointe, effectivement, Ironie du sort. de l'impression 3D. Bon, alors ces imprimantes sont spectaculaires. Elles ont la particularité de pouvoir accepter plusieurs sortes de résines, dures ou molles, et de faire dans une seule impression plusieurs composants. Par exemple, une télécommande, vous pouvez inclure des boutons souples en caoutchouc ou une coque dure en résine. Je ferme la parenthèse. Donc, cette synagogue a réapparu sous forme de maquette. C'est pour ça qu'on l'appelle maquette. Et cette maquette en résine était un petit peu un jeu de Lego. Voilà. Donc, je suis sur l'image pour vous montrer l'échelle. Je ne suis pas très très grand. Donc, elle fait 60 cm de haut. Et chaque pièce est assemblée et donc a été ensuite confiée à la fonderie Stratacaire, qui a fondu en bronze chaque pièce, puis assemblée et soudée
pour en venir au fait qu'on a donc ce qu'on appelle maintenant la maquette en bronze, qui a vocation de devenir le lieu, enfin le symbole mémoriel de la Shoah à Strasbourg. Juste Thierry, Évidemment, je montre juste la source d'inspiration aussi du plan relief qui est la cathédrale qui a été fait, la petite cathédrale, parce que ça a été le premier à initier ça. Donc vous avez cette version cathédralienne hein, qui a été faite sur le même thématique et même modèle, et ensuite bien évidemment la synagogue telle que vous pouvez la voir aujourd'hui. alors, je suis en train de chercher la synagogue dans mes photos. Je retrouverai une autre fois. Donc Dan, si tu pouvais donc nous chercher Voilà. l'image. Ah ben voilà, je la vois. Donc cette synagogue, comme vous le voyez, a été coulée en bronze. Ça, je crois que c'est tiré de l'article d'IDNA. Tout à fait. Et en attendant de pouvoir la poser place des Halles sur le lieu de l'ancienne synagogue, elle a été posée devant la grande synagogue, où elle a trouvé d'ailleurs une place tout à fait adaptée, sur un socle que je vais vous décrire. Est-ce que tu pourrais... Je suis en train de dire, en fait, ce n'est pas si simple que ça. J'ai un problème parce que je suis obligé de me connecter à chaque fois au site des DNA, les images sont protégées, ce qui fait que c'est un peu problématique. Alors, le socle a été voulu en grès des Vosges dans la même pierre que celle qui constituait bien sûr la synagogue à l'époque. Cette pierre a été également de manière très technologique à partir d'un fichier, d'une data qui vient de la société Canadus. Nous avons créé, sur une de mes idées, très modestement, un rouleau de la Torah déchiré. Pourquoi? Parce que il y a un de mes amis qui est décédé, qui s'appelait Gaston Jung, qui était un écrivain et poète alsacien, il écrivait en alsacien. Il a vécu cet incendie de la synagogue du quai Kléber, et il était avec sa sœur, il sortait de l'école, sa sœur le cherchait à l'école tous les jours, et il marchait sur le quai de Paris en face, et il a vu cette synagogue brûler. Et puis pendant des jours et des jours, à chaque fois qu'il passait devant le site incendié de la synagogue, des cendres tombaient comme des confettis, et sur ces cendres, il pouvait encore lire des lettres en hébreu, des lettres, des parchemins de la Torah, des livres de prière. Voilà, j'ai la photo d'Anne. Et donc, tu peux la partager hein, si tu veux. Je vais essayer. Voilà. Et, voilà, magnifique. Et donc le socle en forme de rouleau de la Torah déchiré, ici, symbolise en fait, pour cette synagogue du quai Kléber, ce qu'il y a eu de plus, le plus grand sacrilège qu'il y a eu, c'est évidemment l'incendie d'un lieu de prière, mais surtout l'incendie des livres saints, l'incendie des Écritures saintes, et l'incendie des rouleaux de la Torah, notre loi. Et je crois que pour chacun, vous le savez, quand on fait tomber un rouleau de la Torah, on doit jeûner 24 heures. Ça a été pour nous le plus grand déchirement, d'où cette déchirure entre le passé et l'avenir. Donc, le lieu mémoriel que constituera ce qui s'appelle déjà depuis longtemps le square de l'ancienne synagogue, c'est juste au-dessus et en lien avec l'allée des Justes. C'est cette place ronde et circulaire où devait exister une fontaine qui n'a jamais existé pour des raisons techniques. Et c'est à l'emplacement de cette fontaine que nous souhaitons installer cette sculpture mémorielle avec en arrière-plan le nom de, je ne devrais pas dire d'approximation lorsqu'il s'agit de mort, mais le millier de noms qui ont été répertoriés par le grand rabbin Gutmann dans son mémoire-bourg, le millier de noms des déportés de Strasbourg et du département. Donc c'est à la fois un lieu de passage de témoins, de passage de mémoire, puisqu'aujourd'hui, pratiquement à Strasbourg, tous les déportés ont malheureusement disparu. Et je crois que nous avons eu, nous, notre génération, Dan, Laurent,
et les autres le grand privilège de pouvoir recevoir le témoignage, parfois tardif. Parfois, certains se sont tus jusqu'à la mort, dont une de mes amies qui est décédée du Covid au mois de mars, qui a été, je pense à elle, elle a été, je ne veux pas dire son nom, elle était juive par sa mère, elle a été résistante à l'âge de 19 ans, elle a été capturée et torturée par Klaus Barbie, déportée à Ravensbrück, et je suis allé la voir 10 fois, je l'ai invitée à déjeuner pour qu'elle me parle, elle n'a jamais voulu me parler de sa déportation, de ses faits de résistance, et pourtant elle a été décorée par Jacques Chirac. Donc ce genre de témoignages sont partis pour toujours. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste leurs écrits, il nous reste des médias, et il nous reste le symbole. Et je crois que cette synagogue détruite, construite et détruite par les Allemands, c'est-à-dire qu'on va dire construite par les Allemands et détruite par les nazis, est un passage de mémoire, une transmission de la mémoire haute un symbole. Pourquoi? Parce que d'abord, elle n'est pas morbide, ce n'est pas un monument mortuaire. Et ensuite, parce qu'elle interroge. Elle interroge par sa beauté, la beauté du bâtiment. Elle interroge parce que Place des Halles, on voit un centre commercial, on voit des bâtiments dédiés aux banques, dédiés aux affaires, dédiés à l'immobilier, à l'habitation, mais personne ne pouvait s'imaginer qu'une synagogue de 1600 places existait à côté de la gare d'ailleurs, qui a été détruite aussi, mais pour d'autres raisons, et déplacée là où vous savez. Et c'était un lieu important de la ville de Strasbourg, c'était un bâtiment extrêmement illustre, et encore une fois qui représentait un petit peu la vitrine de l'Allemagne de l'époque, du début du XXe siècle, de cette Allemagne qui utilisait Strasbourg pour montrer sa force impériale et sa puissance. Donc ça fait partie de notre histoire. Il s'avère que la déchirure qu'il y a eu est aussi incarnée par cette synagogue, parce qu'il faut se rappeler qu'en 1870, la France, on ne commémore pas les défaites en France, mais il faut se rappeler que la France a perdu la guerre contre les Allemands, je dis les Allemands parce que c'était une coalition, et que ça a été la première déchirure pour notre communauté. Les optants, par exemple la famille de ma maman, sont partis en France de l'intérieur. Les autres sont restés alsaciens, la famille de mon papa. Ils n'étaient pas mariés, ils ne se connaissaient pas, mais c'est une déchirure dans la communauté. On a demandé aux Juifs de choisir, alors que nous constituons un peuple, une nation, on leur a demandé de choisir leur patrie. Et ça a été une première déchirure. Lors de la fin de l'annexion et la victoire en 14-18, en 1918, il n'y a pas eu de cadeau non plus pour les Juifs allemands, puisque les Français sont revenus et ils ont mis dehors les Juifs allemands, qui avaient pour beaucoup demandé à rester, comme la famille Oppenheimer, les tanneurs de Lingolsheim, qui était une très très grosse industrie, comme les forges de Strasbourg, etc. Donc ces familles juives allemandes avaient perdu la guerre et ont été renvoyées dans leur pays d'origine. Ce qui aujourd'hui, avec l'Union européenne, ce qui aujourd'hui, avec la force de notre communauté, est inconcevable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui que la France renvoie, par exemple, chez elle, les Juifs turcs, dont la famille de ma femme, parce qu'on est en froid avec la Turquie. C'est inconcevable. Donc c'est une déchirure, évidemment. 39-40, ça a été la grande déchirure, effectivement, symbolisée aussi par ce socle, puisque les Juifs ont été exterminés, déportés, et pour le mieux, ont été repliés et ont subi l'exode et la fuite dans des conditions que l'on sait. Donc ce projet, il faut le souligner, a été financé
par des dons qui n'ont ni été prélevés sur le budget de la communauté et du consistoire, Oui, il me semble ni été important de prélevés préciser sur le ça, budget de la ville. Thierry, hein. C'est important que tu donnes les sources de financement pour que ça aussi, les fantasmes qui sont liés soient, soient abolis. Voilà, ça n'a pas coûté, au contraire même, d'argent au consistoire. J'ai pris mon bâton de pèlerin et je veux rendre hommage, s'il n'y en avait qu'un, à la République fédérale d'Allemagne qui a financé, on va dire, plus d'un tiers du projet à elle toute seule. En 3 minutes, c'était acquis. Euh, D'autres sociétés comme Wurth, le département du Bas-Rhin, parmi eux des particuliers, la fondation pour Strasbourg, etc., ont permis de financer cet objet, un budget autour de 150 000 euros, tout fini. Euh, il y a... Thierry, tu pourrais juste faire un partage d'écran ou enlever le partage d'écran. Je voudrais illustrer ton propos également par une autre photo. Voilà. Voilà. Hop, merci. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà la synagogue intégrée dans son milieu d'origine avec un Alors, photographe. ça, c'est un travail, je ne sais plus le nom du photographe, Dan, tu vas Je peut-être suis me en train de, je retrouver. suis en train de le chercher. J'ai mis beaucoup de temps à le chercher, donc C'est un photographe qui a utilisé des photos du passé et du présent, qui les a mélangées. et qui Euh, fait un travail remarquable, hein. ouais. Donc, vous pouvez voir par exemple Avenue de la Paix, le défilé des troupes nazies qui passent devant la synagogue. Je vais vous donner dans le moteur de chat le lien pour pouvoir le retrouver. Voilà. Mais là, on a quand même une idée de l'échelle de cette synagogue qui était quand même beaucoup, très, très imposante par rapport à ce qu'on peut imaginer sur la maquette en bronze. Parce que après, du coup, L'autre élément qui nous intéresse, c'est que cette synagogue en bronze s'inscrit effectivement, Dan l'a rappelé tout à l'heure, dans une série de projets strasbourgeois comme le plan relief de la place d'Austerlitz, mais également, certains l'ont vu place du Château, un petit peu l'alter ego de cette synagogue en bronze, réalisée par le Rotary pour les non-voyants en particulier. Donc, une sculpture effectivement de la cathédrale qui permet à ceux qui ne peuvent la voir de la toucher. Et je sais que d'autres communautés religieuses sont intéressées par un tel projet, puisque les protestants se sont manifestés et les musulmans aussi. et d'autres villes aussi, Thierry, hein. Pardon? Et d'autres villes aussi, hein, qui ont manifesté leur intérêt, New York, Jérusalem. Voilà. Alors, effectivement, l'intérêt de cette technique digitale et d'impression digitale, c'est qu'on peut reproduire cette synagogue dans la matière que l'on veut. On peut même la fondre en aluminium, on peut la réduire pour faire je sais pas, des petits cadeaux, des tirelires, des objets à offrir, à distribuer. On peut reproduire cette synagogue également pour des musées enfin oui, relativement facilement. Et nous allons récupérer la maquette en plastique ce que certains ont vu dans le hall Warszawski, dans la vitrine, elle va retrouver sa place. Maintenant, la deuxième Alors, partie, deuxième volet voilà, de... c'est ce que j'allais t'en parler, Thierry, justement, si tu es d'accord de révéler le futur projet sur lequel tu es en train de travailler, qui est, je vais le dire, plus que remarquable et qui va de manière totalement complémentaire et agrémenter et faire résonner au sens propre et figuré les voix anciennes et actuelles de ce qu'a été bien l'intérieur de la synagogue. Parce en fait, on est tous un peu frustrés, Thierry. On l'a vu beaucoup de l'extérieur, on a pu voir quelques photos très rares de l'intérieur, mais sans trop de détails. Et ton projet va beaucoup plus loin. C'est que nous allons faire une immersion totale en 3 dimensions avec tous nos sens qui vont être en éveil. Effectivement, Dan, donc le deuxième grand volet de ce projet, donc il y a, ou troisième plutôt, puisqu'il y a un côté historique, évidemment, patrimonial pour la ville, puisque cette sculpture, une fois qu'elle sera installée place des Halles sur son lieu d'origine, sera offerte par le consistoire à la ville de Strasbourg, comme il en est la tradition, qui la prendra en charge pour l'aménagement, pour l'entretien, l'assurance, les assurances, etc. Donc c'est un projet exactement comme il en a été fait pour la cathédrale en bronze ou le plan relief, ça a été offert à la ville qui ensuite prend en charge. Euh,
Donc, en dehors du côté patrimonial et historique, puisqu'il y a une vie juive dont pourrait nous parler Véronique Herbreteau pendant longtemps, depuis le Moyen-Âge, qui a apporté beaucoup à Strasbourg. Il y a aussi donc ce côté mémorial, mais enfin, il y a aussi un côté pédagogique. Côté pédagogique qui tient à ce que les générations qui nous suivent s'interrogent. Pourquoi cette synagogue a été construite là? Pourquoi elle a été détruite? Qu'est-ce qu'elle représentait? Et donc, l'idée est de faire revivre effectivement toujours de manière digitale la vie de cette synagogue pour les écoles allemandes, françaises. Donc, il y aura des visites, mais aussi dans le monde. Parce que la société, donc Cadindus qui a digitalisé les plans, a été mise en relation par moi-même, parce que c'est un ami, avec une société qui s'appelle Holo3. Je pense que si vous avez des enfants de l'âge des miens, vous les voyez peut-être pour certains avec des gros masques sur les yeux pour faire ce qu'on appelle la réalité augmentée, faire des jeux en réalité augmentée. C'est assez spectaculaire, j'ai essayé. Merci Dan. Holo 3, donc avec ces masques, on a une vision en 3D. Laurent Blum l'a testé avec nous. On est allé avec Laurent voir cette société. Et donc, très facilement, en fait, à partir des fichiers de Cadindus, ils vont arriver à reproduire en réalité augmentée, en 3D aussi, l'intérieur de cette synagogue et ses alentours. Donc pour cela, on va collaborer avec Michel Rotet du site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, qui va nous envoyer des documents dont il dispose. Si vous en avez à votre disposition, on est preneur. Et je sais que par exemple, mon papa, à qui j'en parle de cette synagogue, une chose qu'il a gardée toute sa vie comme c'est Madeleine de Proust, c'est l'odeur du bois ciré de l'intérieur de cette synagogue. Donc on pourra, avec des moyens simples, ça peut être un iPhone, ça peut être un ordinateur comme celui devant lequel vous êtes, ça peut être ces lunettes pour le voir en 3D, faire une visite de l'intérieur, de l'extérieur de la synagogue, et mieux encore, là je fais appel à Dan Leclerc, ça pourrait être de manière ludique, à la manière d'un jeu genre escape game ou chasse au trésor, si vous voulez. À travers d'un jeu, on pourra alors, à l'intérieur de cette synagogue, faire un parcours pour les jeunes. Alors Dan nous montre l'œuvre Notre-Dame. Pourquoi? Parce que la société Holo 3 a réalisé ce dont je vous parle pour la cathédrale, enfin particulièrement pour la flèche de la cathédrale. Et c'est assez spectaculaire de pouvoir visiter cette flèche de la cathédrale de manière digitale en 3D. Vous en avez le vertige. Je ne sais pas si Dan... J'essaye, je fais ce que je peux, j'essaye, mais en tout cas, là, mon ordinateur rame un petit peu, mais sur le principe, vous pouvez y aller en mettant le casque qui est ici, c'est assez incroyable. C'est complètement dingue. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur le site, c'est assez fantastique et l'effet, l'immersion est absolument totale et extrêmement vivante. Oui, donc c'est... Alain Kahn. Et la prochaine émission, je n'ai pas encore son titre, mais vous pourrez la voir donc, le jeudi après-midi à partir de 14h. Je vous donne rendez-vous jeudi à 14h. Merci beaucoup, Laurent. Je vous invite aussi à nous laisser des messages, comme vous faites déjà habituellement. Si vous avez des sujets, des actualités que vous souhaiteriez partager, que nous pourrions préparer en amont, bien, nous serons très heureux de pouvoir les mettre à l'honneur dans une des émissions et de pouvoir bien partager avec vous vos envies, vos besoins et vos désirs. Voilà ce que je voulais
proposer encore. Thierry, merci d'avoir réagi. Tu es, en plus d'être un merveilleux communicant, un formidable dentiste, un conteur magnifique. Et ça fait maintenant presque 12 ans que nous cohabitons sur l'antenne de Radio Judaïka et à la communauté, et j'en découvre encore quotidiennement. Et ça, c'est extraordinaire. Juste un an, et comme ça, on va bientôt battre le record de Lyon Zitrone. Exactement. Le point commun d'Anne, c'est qu'on est un peu des touche à tout et qu'on se passionne pour ce que l'on aime. Voilà, et on aime être avec vous, et on aime être ensemble. Je vous souhaite, et on vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche, Shavua Tov, et on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine, avec vos masques ou sans masque, enfin en tout cas à distance, c'est sûr. Bye bye, bonne journée à tous. Merci beaucoup, c'était nickel. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui a parlé, mais merci. José. Ah, José, merci José. Merci José, merci à Laurent aussi de votre participation, et à la semaine prochaine pour une nouvelle page d'histoire. C'est un petit peu Stéphane Bernien tout ça, mais on va se recentrer sur nos connaissances en tout cas. Excellent dimanche à toutes et à tous, merci beaucoup.